Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 5. Les conséquences de K16, partie 2 sur 5. Choisir une petite station de ski perdue au milieu des Alpes, noyée sous un épais manteau de neige et plus habituée aux skieurs qu'aux agents de sécurité, pour y organiser une rencontre entre les 5 dirigeants les plus puissants de la planète, pouvait paraître étrange. Mais c'était un lieu suffisamment isolé pour permettre de le protéger facilement, et bien que le monde entier sût parfaitement où se trouvaient les uns et les autres, on put assurer aux différents débats une certaine confidentialité. Depuis longtemps déjà, ce genre de sommet était régulier entre les 5 grandes puissances, et bien souvent les ordres du jour étaient fournis et diversifiés. Celui-ci ne faisait pas exception à la règle, et en plus des 5 chefs d'État, la station accueillait tout un aéropage de spécialistes renommés, venus conseiller leurs dirigeants. De nombreuses réunions officielles ou plus informelles se tenaient dans tous les hôtels réquisitionnés pour l'occasion. Tous les services secrets étaient sur les dents, veillant à ce que personne ne dise plus que ce qu'il devait. Karl Laval se tenait à l'écart de toutes ces agitations. Ses consignes étaient claires. Rester discret et réserver ses déclarations à la réunion spécifique pour laquelle il était là. Peu habitué à ce genre de prestations, le scientifique était tendu. Ses nuits étaient courtes et son sommeil agité. La présence de Paul Grossen à ses côtés lui permettait de se raisonner, et son collègue ne ménageait pas ses efforts pour le préparer à son intervention. Lorsque le grand jour arriva enfin, Laval avait donc eu une préparation digne des plus grands athlètes. Toutes les réunions prévues pendant le sommet portaient un nom de code obscur, composé d'une ou deux lettres et d'un chiffre. Il n'y avait aucun moyen de déduire de ces appellations le sujet qui devait y être abordé. Seuls les responsables les plus haut placés avaient accès aux documents Horizon, classés par tous les pays participants, secret défense, et qui mettaient en concordance les codes abscons et les ordres du jour en clair. C'est donc par une matinée neigeuse et très froide, sur les coups de 9 heures du matin, que débuta dans la salle de réception du plus spacieux et du plus grand hôtel de la station la réunion K16. Cette rencontre était considérée par tous les pays participants comme la plus importante du sommet. Elle était également la plus confidentielle, et les mesures de sécurité qui l'entouraient étaient titanesques. Sur les agendas officiels de chacun des chefs d'État pour ce jour-là figurait la mention « temps libre ». Il n'en était rien, tous étaient présents, entourés de leurs plus prestigieux conseillers scientifiques. Lorsque la présidente Taylor prit la parole, comme toute politicienne qui se respecte, elle entoura son discours d'une emphase pompeuse, saluant les uns, remerciant les autres, distribuant les bons points et les satisfecit sur la collaboration entre les 5 grands avant de poser clairement sa demande. Cette amitié qui unit nos 5 nations, qui assure la stabilité mondiale et le développement de tous, l'union que je représente a toujours eu à cœur de la renforcer. Et afin de le prouver, je m'apprête aujourd'hui à partager avec vous une découverte majeure pour nous,
pour notre histoire, pour notre avenir. Une découverte qui nous permettra d'assurer encore plus de sécurité et de développement pour nous tous et nous évitera les problèmes inhérents à nos décisions politiques. L'ISU, que l'on ne présente plus, a mis au point une technologie qui nous permettra à tous de connaître l'avenir. Amanda fit une pause pour contempler les effets de ses paroles sur la salle et laisser le temps au murmure qu'elle avait suscité de retomber. Mesdames, Messieurs, vous avez bien entendu, et pour être certaine que vous comprendrez bien la portée de mon propos, je tiens à le préciser. Cette technologie ne permet pas de prédire l'avenir, comme le font aujourd'hui nos spécialistes dans tous les domaines avec des marges d'erreur et des incertitudes que nous connaissons tous. Elle permettra de connaître l'avenir et ainsi d'éviter nos errements. La salle s'agita de nouveau. Les chefs d'État se tournèrent vers leurs conseillers, mais le secret avait été bien gardé et aucun n'était en mesure d'apporter la moindre précision. C'est alors qu'Igor Roustov, le président russe, au mépris de toutes les règles qui régissaient d'ordinaire ce genre de réunion, prit la parole. Madame la Présidente, excusez cette intervention inhabituelle, mais je peine à garder ma surprise plus longtemps. Et je pensais que nous étions ici pour nous pencher sur une demande de l'Union concernant un accord autorisant la mise en route du réacteur Pléthore, qui a mis toute la planète en danger il y a à peine 3 ans de cela. Il y eut une approbation dans la salle qui visiblement partageait la surprise de Russe. C'est exactement cela, Monsieur le Président. Alors sachez déjà que la Russie s'oppose à cette demande. L'interrompit Roustov. Les États-Unis également. Intervint Bill Wolf, le président américain. Immédiatement, ces deux interventions firent naître un immense brouhaha dans la salle, et Amanda Taylor, en son rôle de présidente de séance, tenta de ramener le calme. Elle y parvint en donnant la parole à Liu Lei, le secrétaire général du Parti communiste de Chine populaire. Madame la Présidente, tout comme mes amis russes et américains, mon pays n'est pas favorable à l'a priori au redémarrage de Pléthore, car nous ne devons pas ignorer les leçons de l'histoire. Toutefois, votre intervention n'a pas manqué de susciter une grande curiosité chez moi. Pouvez-vous terminer votre exposé ? Merci, Monsieur le secrétaire général. Permettez-moi alors de laisser la parole aux professeurs Karl Laval et Paul Grossen, qui sauront mieux que moi vous expliquer. Habitué à tous les exercices de communication possibles, c'est Paul Grossen qui prit la parole en premier. Comme à son habitude, il sut flatter la salle et susciter une adhésion à son propos, tout en demeurant très vague. Puis, quand il estima que l'auditoire était prêt, il posa clairement les données du problème. Nous avons réussi dans nos laboratoires à ouvrir un trou de verre. C'est une première, c'est unique. Mais pour pouvoir le maintenir, il nous faut une énergie considérable. Seul Pléthore peut nous la fournir. Les scientifiques présents dans la salle eurent du mal à cacher leur curiosité et leur excitation à la grande surprise des politiques qui, pour leur part, il faut bien l'avouer, n'avaient pas compris les enjeux de cette annonce. Après une bonne minute de flottement, la présidente indienne finit par demander des précisions, et avec une attitude chevaleresque, Grossen céda la parole à Laval. Pour vous expliquer ce qu'est un trou de verre, je vais utiliser une image. Voyez cette feuille de papier. Il prit une feuille blanche qu'il avait devant lui et la tint horizontalement. Et imaginez qu'il s'agisse de notre univers. Attention, pas seulement l'espace, mais le temps également. Nous sommes ici. Il désigna une des extrémités de la feuille. Et nous nous déplaçons lentement. Il fit glisser son doigt dans le temps, aujourd'hui, demain, etc. Nous restons en permanence à la surface de cette feuille, que nous nous déplacions dans le temps ou dans l'espace. D'accord ? Il n'attendit pas la réponse et poursuivit. Maintenant, imaginez que cette feuille soit pliée en accordéon. Il la plia plusieurs fois. Nous sommes toujours à la surface et pour nous déplacer dans le temps et l'espace, nous montons, puis nous descendons, puis nous remontons, et ainsi de suite. Il fit le geste avec son doigt, suivant les pliures de la feuille. Pour une personne lambda, impossible de prendre un raccourci. Le trou de verre, c'est donc un tunnel qui, au lieu de suivre l'accordéon de notre feuille, va traverser celle-ci et donc créer un raccourci pour aller d'un point A à un point B dans le temps. Si j'ouvre mon trou de verre ici, il fit une petite marque dans une partie basse de l'accordéon. Il va traverser la feuille et déboucher ici. Il fit une seconde marque de l'autre côté, sans avoir à monter et à redescendre ici. Il y eut un nouveau flottement dans la salle. Si je comprends bien, reprit le secrétaire général du PC chinois, vous avez inventé une machine à voyager dans le temps. En fait, il ne s'agit pas d'une machine, juste un... Il hésita. Sa phrase lui paraissait réelle. Un moyen de voyager dans le temps, et encore avec moult limitations. Amanda Taylor avait une longueur d'avance sur ses collègues chefs d'État. Elle avait étudié avec Grossen et Laval de nombreux aspects de la découverte, et au moment où le propos allait redevenir politique, elle reprit la parole. Tout d'abord, elle se tourna vers Karl. Monsieur Laval, arrêtez-moi si je me trompe.
Puis elle s'adressa à l'ensemble de l'assemblée. Ce que le professeur entend par limitation, c'est que le voyage des êtres vivants n'est pas possible, et que vous ne pourrez envoyer un objet dans le passé qu'au jour de l'ouverture du trou de verre. Enfin, si vous envoyez un objet vers le futur, cela sera forcément juste avant que le trou de verre ne se referme. C'est un tunnel avec une seule entrée et une seule sortie. Il y eut de nouvelles discussions dans la salle, et le président américain demanda une suspension de séance. La salle se vida dans un brouhaha indescriptible. Chacune des délégations désirant prendre le temps d'analyser les tenants et les aboutissants d'une telle découverte. Ce n'est qu'en début d'après-midi que la réunion reprit. Les commentaires furent nombreux, oscillant entre admiration ou fascination et méfiance ou peur. C'est au final la présidente indienne qui résuma le mieux la situation lorsqu'elle exprima la position officielle de son pays. Cette découverte est extraordinaire. Nous sommes persuadés qu'elle ouvre la voie à d'autres inventions qui vont sans aucun doute révolutionner notre vision du monde et nos modes de vie. Quand nous saurons ce qui nous attend demain, nous éviterons les erreurs et nous serons en mesure de les prévoir de manière certaine. Mais quelle sera dès lors notre liberté? Quel sera notre libre arbitre? Nous devons à coup sûr réglementer l'utilisation de cette technologie. Nous devons également en être tous dépositaires pour éviter qu'une nation s'arroge une prérogative qui ferait d'elle une puissance hégémonique. Elle marqua alors une pause et se tourna vers la présidente Taylor. L'Inde demande officiellement à l'Union d'être associée aux recherches et que tous les éléments nécessaires à la compréhension de cette technologie lui soient transmis dans des délais et selon des modalités que nous déterminerons ensemble. Ceci est la condition essentielle pour que mon pays autorise l'Union à réactiver Pléthore. La déclaration de l'Inde fut acclamée par tous, et naturellement, les regards se tournèrent vers la présidente de l'Union. La balle était dans son camp. « 9 mois. Il avait fallu 9 mois pour que le projet puisse enfin voir le jour. Entre les revendications des uns et l'ego des autres, les négociations avaient été un reflet de tout ce que la diplomatie pouvait avoir de plus déplorable. La liste des mesquineries aurait sans doute rempli tous les volumes d'une de ces anciennes encyclopédies en 12 tomes que l'on trouvait naguère dans toutes les bibliothèques de ces ambassadeurs soucieux de leurs images. Ces derniers, soumis à des dirigeants parfois obtus, n'avaient jamais hésité à pinailler sur le moindre détail. À ce petit jeu stérile, les plus acharnés avaient été les Russes, mais leur obstination n'avait fait que les conduire dans une impasse. Et, alors que les 4 autres puissances étaient parvenues à partager le projet à parts égales, le pays de Pierre le Grand n'avait fini que par obtenir un petit droit de regard sur les résultats. Aucune chance que ce rôle mineur ne rapporte la moindre gloire à la mère patrie. En revanche, il lui garantissait une immense rétrograde et sans doute injustifiée. Malgré cela, Moscou consentit à laisser l'Union relancer Pléthore dans les conditions très strictes. Dès lors, le projet devenait viable. On lui trouva un joli nom, Projet Prédiction, et on décida de le garder secret afin de protéger le peuple en le laissant vivre heureux dans l'ignorance, certes, mais heureux. En un temps record, on avait construit à proximité du réacteur un laboratoire dédié dans lequel le professeur Laval avait pu faire installer tous les appareils les plus modernes. Rien ne lui avait été refusé, ni moyens techniques, ni moyens humains. Ce petit ombre au tableau, il avait dû partager avec des scientifiques chinois, américains et indiens, nommés par leurs gouvernements respectifs, l'intégralité de ses recherches. Le projet devenait une collaboration mondiale. Une fois toutes les infrastructures mises en place, 6 mois de plus furent nécessaires pour concrétiser Prédiction. Et c'est dans ce laps de temps que se produisit l'incident qui allait rebattre les cartes du jeu. Un premier journal publiait un dossier contenant tous les détails du projet. De prime abord, la révélation fut accueillie avec un certain scepticisme, et les politiques de tous les pays concernés eurent facilité de nier, de parler de science-fiction. Seuls les Russes, dans un exercice d'hypocrisie magistrale, déclarèrent être inquiets si de telles révélations se révélaient exactes. 3 jours plus tard, un second journal, scientifique celui-ci, relança la polémique avec des éléments plus probants sur la faisabilité d'une telle expérience. Il s'appuyait dans ses démonstrations sur les travaux d'un certain Karl Laval, publiés 5 ans plus tôt. La presse chercha à retrouver ce scientifique inconnu jusque-là, en vain.
Et pour cause, les services secrets avaient fait le nécessaire pour le protéger. Ce fut sans doute une erreur stratégique, car ce silence renforça les doutes. Quand un troisième journal d'investigation, celui-ci, publia les photos du laboratoire adossé à Pléthore et prouva que les recherches qui étaient menées n'avaient rien à voir avec l'agriculture, comme cela avait été officiellement déclaré, l'information se répandit comme une traînée de poudre. On vit fleurir dans toute la presse et sur les réseaux des théories parfois fumeuses, mais souvent très proches de la réalité. La Russie exigea des explications et les partenaires du projet durent bien revoir leur position. Vous pouvez vous vanter de nous avoir mis un sacré bordel. L'homme qui faisait ce constat se nommait Hervé de Sens. Grand, le visage carré, il portait ce jour-là un long manteau noir sur un costume de grande marque, et seuls ses longs cheveux gris attachés en queue de cheval brisaient son allure austère. « Désolé, je ne vois pas de quoi tu veux parler. » Son interlocuteur, Sergueï Romanov, était plus petit, mais avait une carrure impressionnante. Les cheveux ras, le visage grêlé, comme s'il avait été victime d'une maladie de peau, il parlait avec un très léger accent russe et se déplaçait en boitillant légèrement. Tous deux étaient des hommes de l'ombre, auxquels on faisait appel pour traiter des affaires inavouables. Ce jour-là, ils s'étaient donné rendez-vous dans un parc peu fréquenté, situé en périphérie de Moscou. Il neigeait légèrement et il faisait très froid, mais à cette heure matinale, il n'y avait personne susceptible de déranger les deux hommes. « Tu veux t'asseoir » demanda Hervé en montrant un banc. « Non » répondit Sergueï. « Continuons plutôt à marcher. » Les deux hommes poursuivirent leur chemin côte à côte, tranquillement, et on aurait pu penser avoir affaire à deux amis en balade. « Je n'ai jamais vu la présidente Taylor aussi en colère, et pourtant je travaille pour elle depuis sa prise de fonction. Dans cette affaire, la Russie veille juste à la sécurité de tous. S'il te plaît, Sergueï, pas à moi. » Le Russe s'arrêta, fixa de Sens quelques secondes avec un regard noir, et finit par éclater de rire. Il lui posa la main sur l'épaule et en le poussant à reprendre la marche poursuivit. « Allons, Hervé, tu sais bien que j'ai toujours eu plaisir à te faire tourner en âne. En français, on dit en bourrique, Sergueï, pas tourner en âne. » Romanov fit une petite moue contrariée et d'un geste de la main signifia que l'erreur n'était pas importante. « Ce que demande la Russie, mon cher Hervé, c'est d'être reconnu à sa vraie valeur et tenir la place qui lui revient naturellement dans Prédiction. Sergueï, vos diplomates ont refusé de s'associer à nous. Il est bien tard maintenant pour avoir des regrets. Les diplomates, tu sais bien ce que j'en pense des diplomates. Soyons sérieux, nous sommes ici pour ça. C'est à toi de savoir si tu veux que le FSB poursuive sa surprenante mission de transparence avec la presse internationale. Tu es bien conscient que ni l'Union ni les États-Unis ne vous pardonneront cette opération. Je ne suis pas inquiet. L'Amérique n'a plus la capacité de nuisance d'avant, et l'Union sait parfaitement où sont ses intérêts. La Chine, l'Inde ? Nous avons toujours eu de bonnes relations avec ces deux pays. Sergueï glissa la main dans sa poche et en sortit un paquet de cigarettes. Il le tendit vers son ami, mais ce dernier refusa. Le Russe prit une cigarette qu'il alluma et rangea le paquet. Il prit également le temps de tirer 2 ou 3 taffes avant de reprendre la conversation. « Vous avez un vrai souci dans vos démocraties exemplaires. Vous ne pouvez pas mentir à votre peuple sans vous trahir. Mais vous devez surtout pas lui dire la vérité. J'adore vous voir vous ridiculiser face à ces impératifs contradictoires. Et qui te dit que nous ne préférons pas jouer carte sur table cette fois, plutôt que de vous laisser gagner ?» Le Russe manqua de s'étouffer avec la fumée de sa cigarette, mais rapidement ses toussotements se transformèrent en éclats de rire. Face à lui, Sanz demeurait impassible. « Tu es trop drôle, mon vieux, vraiment trop drôle, et... » Hervé demeurait encore et toujours impassible. Cela finit par semer le doute chez Sergueï. « Attends, tu n'es pas sérieux? Prêt à prendre le risque ?» Sergueï ne riait plus. Il jeta sa cigarette par terre et écrasa son mégot du pied. « Tu bluffes. Si c'était le cas, tu ne serais pas là. Écoute, mon vieux, je suis là au nom de notre vieille amitié, pour te donner une chance de sortir la tête haute et de ne pas ridiculiser ton pays. Allez, je te dis, je ne suis pas dupe. Dans 1 heure, les 4 chefs d'État prendront la parole devant leurs peuples respectifs pour expliquer ce que sera Prédiction. La fin de chacun de ces discours n'est pas écrite. Elle dépendra de ce que vous allez décider. Soit vous serez affilié au projet, soit... Je ne peux pas prendre une telle décision tout seul. Fais ce que tu dois, mais nous ne changerons pas nos plans. Il nous faut une réponse le plus rapidement possible, si tu ne veux pas que la Russie manque encore l'histoire. Et que veux-tu en échange? Ah, ça... La nouvelle avait secoué la planète entière. En moins d'1 heure, c'était devenu le sujet numéro 1 sur tous les plateaux de télévision, dans toutes les rédactions de journaux. Des
millions de publications sur les réseaux sociaux reprenaient l'information avec plus ou moins de précision, et pas un ménage n'évitait la conversation. Prédiction permettrait rapidement de savoir comment serait le monde dans 10 ans. Cette perspective ne suscita pas l'enthousiasme chez tout le monde. De nombreux États firent part de leur méfiance, et l'ONU organisa rapidement une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale. La Russie se fit le porte-parole des inquiétudes, et les tenants du projet se voulurent rassurants, offrant à cette dernière une place de choix pour contrôler l'ensemble. Visiblement, Sergueï et Hervé avaient trouvé un accord. Les Russes seraient sans doute très conciliants. Puisqu'on n'était pas parvenu à cacher l'existence du projet et à le mener en toute discrétion, les gouvernements des pays concernés décidèrent d'en faire une vitrine. On permit à des équipes de journalistes de visiter les installations. On édita des livres, réalisa des films et on fixa même un calendrier avec toutes les étapes de la mise en œuvre du projet. Une date fut plus importante que les autres, celle du 21 juillet. On ouvrirait le tunnel et on attendrait des nouvelles du futur. Ce jour n'avait pas été choisi par hasard. Il correspondait à l'anniversaire du premier homme sur la Lune et prédiction promettait d'être un élément aussi important pour l'histoire de l'humanité que la petite promenade de Neil Armstrong. Mais un projet de cette envergure peut-il se dérouler sans incident ? The number you have dialed has been changed. The new number is 9, 9, 9, 9. Les 9 parallèles. À suivre.